Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 7 février et à la une de cette édition, les maillots jaunes se mettent en place à Mayotte. Mardi, le commissariat de Mamoudzou a présenté les nouveaux bénévoles de la réserve citoyenne de la police nationale. Ces derniers ont pour mission d'aider au rapprochement entre la police et la population, d'agir en faveur de la médiation sociale et de mener des actions de prévention de la délinquance. Ce matin, c'est du côté de Kaweni que nous avons pu suivre le travail de ces bénévoles très motivés. Un sujet signé Paul-Arthur Avit. À l'occasion de la première journée de prévention des maillots jaunes, les volontaires du service citoyen de la police nationale sont allés à la rencontre de la population. Là, aujourd'hui, en fait, nous, on est à maillot jaune, en collaboration directe avec la police nationale. Et donc, ce qui fait que là, on passe à un niveau supérieur dans la lutte contre la délinquance. L'idée, c'est vraiment pouvoir rassurer les gens qu'il y a une présence. L'idée aussi, c'est que les citoyens puissent participer aussi en fait, à ce mouvement volontaire citoyen. Donc, ce qui fait que là, tout le monde peut être rassuré de notre présence et de notre volonté à vouloir aider la société. École, commerce, les hommes et femmes en jaune ont patrouillé toute la matinée dans la zone du Grand Mamoudzou pour prévenir la population de leur présence et leur expliquer leur objectif. Avec leur tenue vestimentaire, on va pouvoir bien les repérer au niveau de la sécurité et éventuellement aller vers eux lorsqu'on dans la rue on aperçoit une situation un peu de danger et leur poser des questions. Voilà, et puis ils vont bien veiller sur la population. C'est quand même important d'avoir une sécurité de proximité et d'être présent sur le terrain. Une première journée efficace avec déjà des résultats à la clé. Dans le quartier des Hauts-Vallons, l'équipe de maillot jaune a réussi à apporter plus de sécurité dans les rues. On a déjà rattrapé quelqu'un, deux gars qui étaient cachés et que voilà, mes gars, ils ont pu l'arracher du moment où ils ne voulaient pas donner le couteau. Donc ils ont fait leur manœuvre et jusqu'à un moment, ils ont repris. Donc eux, ils ont décidé de récupérer. Voilà, ils ont récupéré facilement et sans bagarre. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Et voilà, je crois qu'on va continuer le combat et ce sera toujours ainsi. La semaine dernière, le sénateur Tani a présenté la loi dite de clarification du fonctionnement des institutions. Cette proposition doit faire de Mayotte un département-région à l'instar de la Réunion voisine. Cependant, difficile d'imaginer une région de France sans une piste longue. Ce sujet occupe actuellement la une de l'actualité et samedi, plusieurs collectifs, dont celui des citoyens de Mayotte, vont manifester à l'aéroport afin de réclamer cette piste longue qui semble faire l'unanimité sur le territoire. Au montage, Leslie Vimenet. Il y a de cela quelques semaines, Daniel Martial-Henry, le président du MODEM à Mayotte, est monté au créneau face à la volonté du président du conseil départemental d'opérer un toilettage institutionnel. Depuis, le sénateur Tani a présenté 2 propositions de loi visant l'évolution du statut de l'île. Présent sur notre plateau ce matin, Daniel Martial-Henry assure cette fois être en accord avec cette démarche. Je n'ai pas retourné de veste, je reste toujours moi-même et fidèle à la départementalisation et à l'esprit du département. J'ai été contre la première monture du toilettage institutionnel pour 2 raisons essentielles. D'abord, par rapport à la dénomination même de la collectivité, parce que ça devrait s'appeler collectivité territoriale de Mayotte, à l'instar de la Guyane et de la Martinique. Et donc, la notion de collectivité territoriale de Mayotte, on l'a déjà vécue de 1977 à 2001. Mais aussi quand Mayotte était avec les Comores, où on parlait de territoire des Comores. Et donc, cette dénomination était contraire à l'esprit des Mahorais. Si nombreux sont ceux à réclamer la régionalisation effective du département, un autre sujet rassemble aujourd'hui les Mahorais, la piste longue. Ce samedi, le collectif des citoyens de Mayotte appelle toute la population à se mobiliser pour réclamer un aéroport capable d'accueillir des gros porteurs. S'il y a vraiment une forte mobilisation, cela nous permettra de nous faire entendre. Mais s'il y a 2 ou 3 personnes qui viennent, alors c'est le risque que nous pouvons dire que notre projet ne pourra pas voir le jour. C'est ça. Donc là, vous jouez gros sur le coup. C'est-à-dire que si jamais il n'y a pas grand monde, les autorités
vous dire, mais attendez, mais qui c'est qui veut la piste longue? C'est une poignée de personnes, c'est pas la population. Et parce que c'est quand même de l'argent. Donc là, sur le coup, vous jouez gros. Ah, Patrick, étant donné que nous sommes sur un endroit géostratégique, Oui. nous sommes bien placés pour pouvoir permettre à des compagnies de s'installer à Mayotte. De son côté, le président du MODEM se dit également favorable à cette piste longue. Néanmoins, il refuse que cette revendication commune ne donne lieu à de nouveaux blocages sur le territoire. Entrepreneurs qui ont fermé les portes de leurs entreprises parce qu'ils ont été accablés, acculés dans ces mouvements de grève, on peut manifester, mais de grâce, n'aboutissons pas à un blocage de ce territoire. Donc oui, donc en clair, vous dites quoi? Oui à la marche, mais pas au blocage. Oui à la marche, mais pas parce que vous êtes favorable à la piste longue. Bien sûr. Le début de la marche est prévu ce samedi à 9 h, un acte 1 qui sera suivi de près à quelques mois de la venue du président de la République sur le 101e département de France. Tout autre sujet maintenant. Hier, le service militaire adapté SMA organisait son événement annuel au Centre national des armées à Paris. L'an dernier, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a officiellement ouvert un nouveau cycle pour le SMA sous la dénomination SMA 2025. Ce projet vise au renforcement de l'employabilité durable de 6 000 jeunes ultramarins qui suivent un parcours au sein d'un des régiments du service militaire adapté. À Mayotte, le RSMA dépasse les 85% de taux d'insertion des jeunes, un record en France. Écoutons le sénateur Thani Mohamed Soali au micro de notre correspondant à Paris, Maurice Cessé. Donc c'est un acteur incontournable dans la réinsertion ou l'insertion des jeunes, voire dans la formation, à commencer par les premiers métiers, plombier, carreleur, et aussi pour l'obtention du permis de conduire. C'est pas parce que les choses marchent convenablement qu'il faut se reposer sur nos lauriers. Il faut soutenir cet outil au quotidien et faire en sorte que ces actions non seulement perdurent, mais soient intensifiées. Et c'est pour ça que ce qui a été dit aujourd'hui, je m'y retrouve parfaitement, puisque il est question désormais, après avoir fait beaucoup, après avoir doublé les capacités de réception du SMA, eh bien faire dans la qualité et faire du mieux dans le système militaire adapté. La moitié de la population de Mayotte de nationalité étrangère, la possible transformation du STM ou encore les élections à la CAPAM, voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce jeudi 7 février. L'INSEE a dévoilé ce matin sa nouvelle enquête portant sur les caractéristiques de la population et des logements issus du recensement de la population 2017 à Mayotte. On apprend ainsi qu'un habitant sur deux est de nationalité étrangère, mais qu'un tiers des étrangers sont nés à Mayotte. Avec 5 enfants par femme, la fécondité sur le territoire augmente et dépasse toujours largement la moyenne métropolitaine qui stagne à 1,9 enfants par femme. L'excédent migratoire est pour sa part redevenu positif et contribue à l'augmentation de la population, plus 1100 personnes par an entre 2012 et 2017. D'un côté, de nombreux adultes et leurs enfants arrivent des Comores, de l'autre, de nombreux jeunes de 15 à 24 ans natifs de Mayotte partent vers le reste de la France, essentiellement en métropole. La population de l'île reste jeune, la moitié des habitants ont moins de 18 ans. De son côté, le confort global des logements a moins progressé qu'entre 2007 et 2012. 4 ménages sur 10 vivent encore à Mayotte dans un logement en tôle ou en végétal et 3 sur 10 n'ont pas l'eau courante. Le recensement et le dépouillement des votes de l'élection des membres de la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ont eu lieu hier à la préfecture. Pour 1250 électeurs inscrits, le taux de participation, tout collège confondu, a été de 77,47%. 23 sièges étaient à pourvoir pour l'ensemble des 6 collèges. 12 sièges ont ainsi été attribués à la liste présentée par la Confédération paysanne qui est arrivée largement en tête. Cette liste était portée par Antoumani Saïd, un jeune agriculteur mahorais qui aura la lourde mission de redresser la barre financière de l'institution, accusant une dette de 800 000 €. Hier, les discussions sont allées bon train pour constituer une coalition solide et définir les membres du bureau afin de désigner de manière définitive le nouveau président. Antoumani Saïd doit ainsi devenir le 3e à occuper cette fonction dans l'histoire de la CAPAM.
A noter que les résultats détaillés sont disponibles sur le site internet de la préfecture et affichés à la CAPAM. La semaine dernière, le sénateur Thani Mohamed Soilihi a présenté le projet de loi visant la régionalisation de Mayotte. Il s'agit de faire de l'île un département-région en changeant notamment le mode de scrutin. Le texte propose également de changer le statut du port de Longoni afin de le transformer en grand port maritime. La proposition de loi envisage par ailleurs une transformation du STM, le service des transports maritimes. Celui-ci, tout comme ses agents, dépend du conseil départemental. Il pourrait ainsi devenir un établissement public d'organisation et de gestion du transport des personnes et des marchandises entre Petite et Grande Terre, co-présidé par le préfet et le président du conseil départemental. Cela impliquerait une participation plus forte de l'État, notamment financière. À terme, la gestion du STM et des barges pourrait ainsi être confiée à un opérateur privé à travers une délégation de service public comme au port de Longoni. Ce projet n'est pas nouveau, mais pourrait revenir sur le devant de l'actualité en cas d'adoption et de promulgation de cette loi. Je me tourne maintenant vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Carla Balthus, la présidente du MEDEF. Carla, bonsoir. Oui, bonsoir à téléspectateurs de Poésie TV. Alors, la semaine passée, vous êtes monté vivement au créneau par rapport à l'application des 35 heures à Mayotte. Expliquez-nous, qu'est-ce qui pose problème dans ces 35 heures, et notamment une histoire de décret. Alors, les 35 heures, c'est une longue histoire, mais je vais quand même essayer de résumer. Donc, le Code du travail s'applique depuis le 1er janvier 2018, et le décret qui explique les modalités d'application du passage aux 35 heures, lui n'est sorti que courant avril 2018. 4 mois plus tard. 4 mois plus tard. Donc, quand on sait que si on a ne serait-ce qu'une heure supplémentaire, on perd un 12e, puisque un mois sur 12, donc 4 mois, ça fait déjà 4 12e, c'est un tiers. Donc, il y a des accords qui ont été signés en début d'année, et même les experts comptables, les cabinets de conseil ont pour beaucoup mal orienté les entreprises, et il y a des accords qui ne correspondaient pas forcément à plus tard la perception de la prime de compensation. Donc je suis effectivement montée au créneau parce que on a eu une réunion le 17 avril à notre demande avec la préfecture, avec la DIEC, la Caisse de sécurité sociale, et j'ai oublié un quatrième. En tout cas, la DERFIP, pour justement comprendre les finances publiques. Pour les finances publiques, pour comprendre justement comment s'appliquer toutes ces nouvelles lois, puisqu'en fin d'année, il y a eu aussi des décrets. Donc, on a appris ce jour-là que rien n'était prêt, rien n'était installé pour la perception de la prime pour les entreprises donc, qui avaient maintenu le salaire de 2017. Rien n'avait été fait, rien n'avait été préparé. Normalement, courant, je crois, novembre 2018, il était convenu qu'une convention soit signée avec l'ASP. Donc rien n'avait été fait. Et ce jour-là, on n'a pas été capable de nous dire dans combien de mois, ou tout simplement si cette année on serait indemnisé. Donc on est tombé des nues, c'est vraiment le cas de le dire. Et puis entre-temps, on n'a pas eu de réponse officielle nous rassurant. Donc, les entreprises ont relancé, pas de réponse. Et c'était pas possible qu'on laisse comme ça dans la nature des millions d'euros, parce qu'il faut comprendre que c'est 1 400 €, c'est une prime qui est dégressive sur 5 ans. Donc il y a 1 400 € pour l'entreprise qui a été aux 39 heures à temps complet et qui abaisse la durée du temps de travail à 35 heures, ou quel que soit le nombre d'heures, c'est 10%. C'est la règle de 1 400 € par employé. 1 400 € par employé, c'est dégressif pendant 5 ans. Je crois qu'à la fin, ça atteint les 800 € à peine. Et déjà, on avait dit et signalé que ce n'était pas suffisant. Et pour autant, au moins, on pensait quand même toucher ça pour ceux qui l'avaient appliqué. Et donc, aujourd'hui, c'est uniquement là où le bas blesse, c'est-à-dire cette aide qu'on vous avait promis, qu'on ne nous a pas donnée. Il y a aussi un problème avec la DIEC qui réclame de l'argent aussi à ceux qui ne se seraient pas pliés à ce décret qui est paru, comme vous l'avez dit, en retard. Le décret est sorti effectivement en retard. Donc si, pour une raison X ou Y, vous n'avez pas maintenu le salaire, mais que par exemple vous avez appliqué des heures supplémentaires, donc les heures supplémentaires, elles se déclenchent à partir de 35 heures. Donc dans ces cas-là, vous ne percevrez pas la prime. Ça, c'est le but du jeu, parce qu'il faut comprendre que la prime, elle a été mise en place pour inciter à embaucher. C'est-à-dire que les 4 heures
qui ne sont pas effectués par un salarié multiplié par X salariés. Donc en 2018, c'était les entreprises de plus de 20 salariés qui étaient concernées. Donc cette année, ce sont les entreprises toutes confondues. Donc si maintenant vous n'appliquez pas le maintien du salaire et le passage aux 35 heures, dans ces cas-là, vous n'avez pas droit à la prime. Et vous le savez, mais ça fait partie tout simplement de votre organisation du temps de travail. Et donc vous vous asseyez autour de la table avec les représentants de personnel et vous vous mettez d'accord sur, enfin vous leur expliquez que voilà, par exemple, c'est pas possible. Moi, je prends mon activité dans le transport, on roule beaucoup toute la journée. C'est pas toujours évident de passer aux 35 heures. Sinon, il faudrait démultiplier autant de chauffeurs. Est-ce que vous avez publié effectivement cette lettre en expliquant voilà, vos problématiques rencontrées? Que vous disent aujourd'hui les autorités? Elles ont réagi par rapport à ça? On a des réponses officieuses parce que, encore une fois, comme je le dis, moi je ne crois que les textes. Donc, quand je verrai un document écrit, je croirai. On nous a dit, on a voulu nous rassurer là, hein, récemment, ça fait à peine une semaine, on a voulu nous rassurer en nous disant c'est bon, on vous a entendu, on fait le nécessaire, Paris à l'information puisque c'est géré par le ministère du Travail aussi. Il faut rappeler que c'est un engagement de la ministre du Travail, donc elle va tenir ses engagements, on nous a rassurés. Maintenant, encore une fois, je ne crois que ce que je vois comme symptôme. Et en attendant, on imagine qu'il y a un gros manque à gagner. En attendant, ça fait un décalage. Ça fait un décalage c'est de la trésorerie qui n'est pas rentrée au mois de janvier. Et puis, il ne faut pas oublier que quand il y a eu les Gilets jaunes, M. Macron a sorti des décrets d'urgence. Et donc, il y a eu la fameuse prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Et il y a quand même des entreprises qui pouvaient se le permettre, qui ont donné cette prime. Je crois il y en a dans les 300 000 euros, il y en a même une qui est allée au-delà. Et donc, maintenant, ces entreprises ont décaissé, puisqu'elles ont donné à la fin de l'année, et elles pensaient percevoir aussitôt derrière cette prime, et ce n'est pas le cas. Donc, on nous a dit qu'il faudra attendre un petit peu, un bon mois pour que tout ça se mette en place, parce que ce qui aurait dû être fait en novembre commence à peine à se faire peut-être là, si c'est le cas. Carla Balthus, d'autres sujets vous occupent actuellement. En 2019, quels sont les grands chantiers pour le MEDEF à Mayotte? Sur quoi vous allez vraiment travailler, vous concentrer? Alors, comme j'avais dit, quand j'avais été élue l'année dernière, ça sera bientôt une année, moi j'avais toujours prôné que ça serait le dialogue social. Parce qu'on a bien vu que l'année dernière, on a commencé avec des mouvements sociaux, hein, c'est des mouvements sociétaux, mais ça nous touche et ça a perturbé énormément toute l'île. Donc le dialogue social, c'est important. Le dialogue social, ça veut dire qu'on s'assied autour de la table, on discute avec tous les partenaires sociaux, que ce soit salariés, patrons, s'assied autour de la table et essaie de trouver des consensus pour qu'il n'y ait pas de conflit. Donc le dialogue social, ça sera... Est-ce que vous avez l'impression que ce flou, justement, il n'a pas défavorisé le dialogue social, ce flou qu'il y a eu justement autour de l'application? On sait qu'aujourd'hui les applications, aussi des conventions collectives, c'est un peu compliqué. Est-ce que, selon vous, les autorités aussi n'ont pas joué à défavoriser, j'allais dire, le bon dialogue social, ou à ce que les choses se passent bien? C'est un peu ce que vous dénonciez aussi quelque part. En fin de compte, alors, il y a plusieurs façons de voir les choses. C'est-à-dire que effectivement, quand on voyait les institutions comme la Commission consultative du travail, ce sont des instances où on est appelé par la DIECT. Mais aussi, on peut se dire, et c'est ce que moi j'essaie d'expliquer à tout le monde, c'est qu'on peut aussi nous se prendre en main et décider de s'asseoir autour de la table. On n'a pas forcément besoin de la DIECT tout le temps, de la préfecture tout le temps. Quand on a besoin, on leur dira, mais on peut aussi de nous-mêmes s'asseoir autour de la table. Donc on a commencé, on a une première réunion, on a une autre réunion la semaine prochaine sur la négociation de la convention d'assurance chômage. Donc ce sont des sujets dont on va parler et dont on a décidé de parler. Après, je ne dis pas qu'on va trouver des accords sur tout, mais au moins sur les grandes lignes. Et aussi, je pense que ce qui est intéressant dans ce qu'on a entamé, dans cette volonté de mettre un dialogue social entre les partenaires sociaux, c'est une compréhension des difficultés aussi des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, les salariés disent, voilà, bon, effectivement, on vous demande des augmentations, on vous demande beaucoup de choses, mais vous en subissez déjà naturellement. Donc, ça permet aussi de faire comprendre qu'il y a des difficultés. Et puis, quand l'entreprise s'en sort très bien, le nouveau Code du travail permet d'avoir ce qu'on appelle, pour les entreprises de plus de 50 salariés, les primes de participation, il y a les primes d'intéressement. Donc, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place et qui permettent aux salariés de bénéficier aussi de la productivité de l'entreprise, tout simplement.
Les minima sociaux, on sait aussi que c'est quelque chose d'important parce que justement, ça peut venir en complément de ces personnes qui travaillent. On sait qu'on est très loin du compte en matière de minima sociaux aujourd'hui à Mayotte. Est-ce que c'est aussi un combat que vous menez? Est-ce que ça va de pair aussi? En tout cas, nous, on souhaite être des acteurs socio-économiques. Donc effectivement, en début d'année, on avait donné notre vision là-dessus. On a des minima sociaux pour lesquels il faut réfléchir à un rattrapage immédiat. Moi, je prends l'exemple du RSA. Le RSA avant était géré par la collectivité départementale. Aujourd'hui, c'est l'État qui gère. J'ai entendu lors du débat national, M. Macron annoncer qu'en Guyane, c'était de l'ordre de 150 millions d'euros pour une population qui est équivalente. On est 6 000 habitants supérieurs ici. Donc ça veut dire que c'est une population équivalente. Et donc on peut imaginer que l'État fasse un effort accéléré sur une année, 2 années s'il faut le justifier. Mais on peut imaginer par exemple que le RSA soit aussitôt pris en charge à 100% par l'État. C'est quelque chose qu'on peut imaginer et que je pense que l'État peut entendre. Si on le fait pour la Guyane, on peut le faire pour Mayotte. Avant, c'était la collectivité départementale qui avait peut-être des difficultés. C'était pas évident pour elle d'absorber tout ça. Aujourd'hui, c'est l'État qui le gère. On est des citoyens français, on est département, donc ce sont des choses qu'on peut mettre en place. Maintenant, c'est ce qu'on essaie aussi de faire comprendre, c'est que quand la facture vient de fait aux entreprises, on demande voilà, du temps, parce que c'est pas toujours évident de tout absorber d'un coup, parce qu'après on sera obligé de répercuter les hausses de charges sur les tarifs, et après derrière on crée la vie chère, donc c'est pas une solution en soi. Justement, vous avez entendu le discours du président de la République qui sera présent à Mayotte au mois de juin. Par rapport à ce rattrapage, il a notamment évoqué le fait que c'était compliqué tant qu'il y avait cette dépendance des Comores vis-à-vis de Mayotte. Qu'est-ce que vous avez pensé du discours du président de la République ? C'est sûr qu'il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça comme ça. Il ne faut pas présenter ça comme ça. Les Mahorais ne comprendront jamais. Ils ont tenu à être indépendants, j'ai envie de dire, des Comores et à être français. Donc c'est un discours qu'aucun Mahorais ne pourra entendre. Donc il ne faut surtout pas présenter les choses comme ça. On sait bien que les difficultés qu'il y a dans la région, on peut imaginer de la coopération régionale, mais nous, comme on l'a dit, en se basant sur les entreprises de Mayotte. C'est-à-dire que si maintenant il faut aller développer, créer de l'emploi aux Comores, eh bien, on aide les entreprises qui sont ici à se développer et à aller s'installer ici et aux Comores. Ce sont des schémas auxquels qu'on propose en tout cas nous au MEDEF. Et dans ces cas-là, c'est un discours qu'on peut partiellement entendre, mais surtout pas présenter comme ça. Ça ne passera pas. Donc, vous avez été convaincu par les mots du président de manière générale ? Vous avez trouvé que justement le développement économique était suffisamment évoqué dans son discours De toute façon, on dira toujours que c'est jamais suffisant. Quand on a parlé de la piste, puisqu'on en parlait tout à l'heure, de la piste longue, il a botté en touche en parlant des 14 millions. C'est pas ce dont on parlait. On parle de plus de 300 millions, je crois. Donc, pour les entreprises, la piste longue, ça serait un vrai plus. Ça serait un vrai plus. Ça serait aussi peut-être créer de la concurrence qui n'existe pas pour avoir des meilleurs tarifs de fret, pour avoir des meilleurs tarifs voyager tout simplement de façon plus économique. Et puis, pourquoi on ne peut pas avoir une piste longue quand on voit que la Réunion a eu une route du littoral à plus de 2 milliards d'euros en fonds européens. Donc peut-être est-ce que si c'est pas à nous de chercher les investissements. Moi, je ne suis pas élue, je ne suis pas une politicienne, donc maintenant c'est de savoir, puisque l'État, j'ai l'impression que l'État ne veut pas. Donc à partir du moment où l'État ne veut pas, c'est peut-être de voir comment ça se passe. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres fonds, des fonds européens par exemple à mettre en place? Donc ça c'est le rôle de nos élus, j'ai envie de dire. Un dernier mot, Carla Balthus, vous avez dit, vous allez vous concentrer cette année sur ce dialogue social. Est-ce qu'il y a un autre chantier très important pour le MEDEF en 2019? Alors nous, on a un très gros chantier, c'est la formation des dirigeants d'entreprise. Donc on est en train de mettre en place un projet de fonds sociaux européens, FSE. Donc les fonds sont là, c'est pris en charge à 85% par la DIEC, il faut avancer, mais il y a des montages et des monteurs de projets pour cela. Et donc la formation de nos chefs d'entreprise adhérents sera un projet ambitieux, mais qu'on assurera certainement. Carla Balthus, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. On suivra de très près tous ces dossiers, notamment ce dialogue social. On a reçu les syndicats les uns après les autres qui effectivement donnaient leur point de vue. C'est important aussi de recevoir effectivement le MEDEF qui nous explique un peu où on en est
sur tous ces dossiers. Merci. Merci beaucoup. Et on termine ce journal avec le premier schéma d'aménagement régional de Mayotte. Ce matin, l'hémicycle du conseil départemental accueillait la réunion du comité technique de démarrage des travaux. Ils concerneront notamment la mise en place de nouvelles infrastructures ainsi que des équipements publics de base. L'objectif est simple, faire de ce schéma l'outil de référence pour la politique d'aménagement équilibré du territoire et pour les politiques publiques conduites par les collectivités. Alors quelles seront à présent les nouveautés en termes d'aménagement du territoire? Quels aspects du quotidien des Mahorais seront concernés par ce développement? Ou encore quelle place pour la protection de l'environnement? Marion Tellier tente de répondre à toutes ces questions. À Mayotte, l'aménagement et le développement durable sont des sujets qui ne quittent pas l'actualité. Infrastructures, équipements publics de base et modes de vie actuels des Mahorais doivent être repensés en tenant compte des spécificités locales. Un défi auquel plusieurs bureaux d'études se sont déjà confrontés par le passé, mais aujourd'hui, changement de contexte, le conseil départemental met en place un schéma d'aménagement régional. Il espère faire de ce document l'outil de référence pour la politique d'aménagement du territoire de demain. Le président, M. Swabadine, a décidé de refaire carrément la départementalisation par un schéma d'aménagement régional. C'est le premier SAR, mais il faut savoir qu'il y a eu une PADD avant. Donc le changement institutionnel a fait que le PADD n'a plus raison d'être, on passe au SAR et c'est l'occasion, justement, je peux dire que tant mieux, puisque là on passe sur une nouvelle ère. Le conseil départemental a pour cela lancé un appel à projet remporté par la société d'urbanisme SCE. Elle travaillera à l'élaboration de ce SAR durant les 2 prochaines années en copilotage avec l'agence d'architecture et d'études urbaines ARAPA, agence déjà implantée sur le territoire. Autour de ce binôme graviteront experts en développement économique et touristique, des environnementalistes ou encore des écologistes marins. Pour construire ce document stratégique, eh bien, nous avons proposé une méthodologie de travail qui est très orientée sur la construction d'un projet de territoire, d'une stratégie d'aménagement et de développement du territoire qui va permettre à l'ensemble des acteurs, des élus, de la population du territoire de contribuer, de participer activement et de manière itérative tout au long de cette procédure à la construction, au partage et au portage des orientations d'aménagement et de développement qui seront ensuite inscrits au sein de ce document stratégique et ce document de planification. La population de Mayotte augmente et avec elle les problématiques liées à l'environnement, un aspect que ce premier schéma d'aménagement régional prévoit de prendre en compte avec cette fois-ci un regard nouveau. L'île va comporter certainement 400 000 habitants. 400 000 habitants, de toute façon, ça entraîne une multitude de besoins qu'il s'agit de mettre en cohérence avec d'autres souhaits, d'autres soucis. Préservation du lagon, par exemple, préservation de notre environnement végétal, préservation de notre flore, etc. Mais préservation, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus rien faire. Des travaux ont d'ores et déjà commencé pour l'élaboration de ce SAR, avec notamment des opérations d'urbanisme et la mise en place d'ateliers ouverts à tous pour faire prévaloir la notion de co-construction, une approche que le binôme mandaté estime nouvelle et pleine de promesses. C'est ainsi que s'achève cette édition. Tout de suite, la suite de nos programmes. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19 h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Cauzy.